Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Me présenter en quelques mots. De qui je suis, la Oui, personne que je suis. ce que tu fais, qui tu es. Qui je suis, eh ben, si quelqu'un le sait, n'hésitez pas à me le dire. Non, plus sérieusement, moi vous me connaissez maintenant tous et toutes, je pense, plus ou moins avec la chaîne Ghostland. Vous savez comment je m'appelle, c'est que je m'appelle Florian. Voilà, je suis paysagiste de base, avec les diplômes qu'il faut. Et voilà, après je me suis lancé petit à petit dans tout ce qui est paranormal, par rapport à certains événements que j'ai vécus. Donc voilà. Alors, d'après toi, quelles sont les qualités pour être un bon urbexeur? Les qualités. Les qualités. Je pense que la première qualité qui est importante, c'est d'être rationnel. D'être rationnel parce que on aurait vite tendance à partir dans la psychose en tant qu'urbexeur pour avoir eu cet effet de psychose. Ça fait bizarre. Je pense que oui, déjà d'être rationnel, de ne pas se plonger tout de suite avec le moindre bruit dans c'est paranormal ou machin. Ensuite, je pense que la bonne qualité, c'est l'analyse, la deuxième. C'est analyser. À tout analyser, la maison, les zones dangereuses, les animaux autour, pour comprendre les bruits, les cris qu'on pourrait entendre. Et je pense aussi être humble. Être humble quand on rentre dans un lieu hanté et qu'on fait face à des entités. Il faut être humble en fait. On connaît leur vie, mais on sait aussi que beaucoup d'entités ont besoin d'aide. Donc je pense que c'est les trois qualités qui sont primordiales. Alors, là, on va parler de... justement, il n'y a pas longtemps, tu as sorti une vidéo où tu expliques les lieux où tu rêverais d'aller pour faire un urbex. Oui, mais oui. Si là, tout de suite, je te disais, je t'en paye un, on y va, lequel tu choisirais? Un seul lieu que je Tu peux en choisir qu'un seul. C'est compliqué, il y en a qui me fascinent plus que d'autres, mais si je devais en prendre un, honnêtement, ce serait la maison Fort de Régnac, en Dordogne. Ouais, parce que, et je vais m'expliquer très rapidement, le château de Fougeray, oui, tout le monde... Je pense que beaucoup de personnes parmi vous, ils ont dû se dire, le château de Fougeray, gna gna gna. Oui, le château de Fougeray, une expérience, c'est bien, j'en ferai qu'une. Comme je l'ai déjà dit, je suis pas fan de ce qu'ils en ont fait autour du paranormal, les propriétaires, et ça n'engage que moi. Voilà, je pense que la maison Fort de Régnac, c'est une des dernières maisons fortes en France. Le bouc de Régnac, on sait ce qu'il a fait, Jordan Périgot, le Grand JD, et bien d'autres, ils sont passés. Et oui, je pense que ça peut être très banal, ce que je dis, mais ouais, la maison Fort de Régnac en Dordogne, ça me plairait. Oui. Alors là, par contre, on va partir sur le totalement inverse. Ouais. Est-ce qu'il y a un lieu qui, au contraire, tu ne voudrais jamais y mettre les pieds? La maison d'Amityville. Ouais, la maison d'Amityville, non pas parce... Alors, c'est très bête, ce que je veux dire, c'est pas que je crois à tout ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu des controverses, il y a eu beaucoup de choses, je vais pas revenir dessus, c'est pas le sujet. Mais en fait, il y a une part de moi qui sait qu'il y a forcément eu quelque chose de mauvais. Quelque chose que, si des personnes reconnues dans le monde, et je vais pas citer leur nom, mais reconnues dans le monde, ont buté dessus, et quand je dis buté, c'est qu'ils ont pris un mur, je pense que moi, à mon petit niveau, ça sert à rien que j'y aille. Surtout que maintenant, il y a des gens qui habitent la maison, oui, en plus, ils ont même complètement rentouré parce qu'ils étaient gênés, justement, par les curieux qui venaient autour de la maison. Et la petite anecdote aussi pour revenir sur ça, sur cette maison, ils ont gardé une partie de la maison à l'ancienne, avec la même tapisserie au mur, les mêmes objets. Ils en ont même rajouté des grandes affiches de films, enfin bon. Mais voilà, c'est l'endroit que j'irai pas. Et puis ces fameuses fenêtres emblématiques que je pense que tout le monde reconnaît. Oui. Puis même la maison en elle-même, elle est hyper reconnaissable. Alors, maintenant, une autre. Ouais. Alors, il n'y a pas longtemps,
tu me parlais de... Voilà, tu me demandais si je connaissais, si j'aimais bien Ghost Adventure. Ouais. Et moi, je t'avais dit que moi, la première émission que j'avais connue, c'était TAPS, donc qui s'appelle aussi Ghost Hunter. Ouais. Et donc, ce que je voulais te demander, c'est qu'est-ce que tu penses de ce genre de grande équipe d'investigation, le fait que ce soit très médiatisé, qu'ils soient très nombreux sur le lieu aussi? Alors, je vais découper, je vais faire... je vais découper, sans te parler, mais je vais faire Ghost Adventure et Ghost Hunter. Moi, Ghost Adventure, comme je l'ai dit, et on en a parlé un petit peu avant, mais je les suis depuis un petit moment maintenant. Je les ai suivis énormément quand je me lançais moi-même dans le milieu, parce que pour moi, c'était... avant que je connaisse Jordan Perigo, le grand JD, etc. C'est vrai que c'était eux qui étaient les premiers mondiaux, ou mondial, comme vous voulez, qui ont vraiment réellement fait ça et qui ont apporté des preuves. Maintenant, est-ce que j'aime ce qu'ils font maintenant? Non. Non, parce que médiatiser autant et se faire autant d'argent sur des histoires qui malheureusement sont pas forcément très cool, se faire voir dans des procès comme a pu avoir Zak Bagans, sur des choses bidons, inutiles pour le buzz. Je n'aime pas Zak Bagans, j'ai pas peur de le dire. J'ai pas honte de le dire, j'aime pas Zak Bagans, j'aime pas sa mentalité, sa façon de fonctionner, de provoquer les entités. Tout ça pour en faire du buzz, avoir des résultats. Et pour moi, je pense que d'être une grosse équipe, c'est bien. Mais d'être une grosse équipe, c'est mieux quand tout le monde est fair-play et que tout le monde va dans le droit chemin et ne crée pas de faux bruits, de fausses choses en fait. Et c'est là que oui, ça devient intéressant. Pour moi, c'est là que ça devient intéressant. Ouais, en fait, on pourrait comparer ça en disant que c'est un peu la télé-réalité du paranormal, en fait. Oui, c'est la télé-réalité du paranormal, qui pour moi n'a pas lieu d'être, ou en tout cas, pas autant médiatisé. Pas autant médiatisé. Oui, faire des vidéos, moi je suis le premier à en faire, donc je critique pas les urbexeurs et ce qu'ils font. Parce qu'ils le font, s'ils le font, et là où ils en sont, c'est qu'ils ont réussi. Mais je pars du principe qu'il y a des fois, il y a des manques de respect envers des membres de la famille encore en vie. Il y a des manques de respect de Zak Bagans envers ses propres acolytes. Moi, c'est une mentalité que j'apprécie pas. Je pense que le jour où tu es dans la panade en urbex, tu es content d'avoir tes collègues avec qui tu t'entends bien, sur qui tu peux compter. Maintenant, pour parler de Ghost Hunter, moi je les connais pas beaucoup, je vous le cache pas, je les ai découverts il y a très peu de temps. Il y a quelques heures, pour pas... voilà, je connaissais de nom, mais je connaissais pas les personnages, les deux. Ils ont l'air d'être francs, d'être assez sincères. C'est pas une énorme équipe. Ils sont nombreux, il y a un certain nombre, mais c'est pas extravagant, c'est pas ultra médiatisé. Ce qu'ils ont comme résultat, on sent que vraiment, ils le vivent, c'est vrai, parce que on voit leur émotion, même dans la voix quand ils parlent. Il y a des moments où ils se regardent, ils sont tous les deux, pourtant on entend des choses. Oui, je pense que Ghost Hunter, ça serait plus à l'heure actuelle dans ma mentalité, de ce que je pourrais regarder. C'est vieux. Ghost Hunter, TAPS, moi j'ai découvert ça, j'étais ado. Ouais. Pour dire que ça remonte. Oui, c'est voilà, ça fait partie des choses en tout cas qui nous ont lancé peut-être toi dans ce milieu-là et donné envie. Et c'est vrai que sur ça, on peut pas leur enlever qu'ils donnent envie à d'autres personnes de se lancer soi-même. Et voilà, c'est très à l'américaine. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, ils ont une culture, ils sont plus ouverts à ce genre de choses. En France, lancer ce genre d'émissions télévisées, ce serait plus dur. Il y a moins de personnes, je pense, réceptives, ou en tout cas qui seraient intéressées par ça, plus que... en tout cas moins ici qu'aux États-Unis, puisque aux États-Unis, ça envahit l'histoire. C'est très culturel, je pense que c'est lié la culture anglo-saxonne. On voit en Angleterre et en Écosse et ainsi de suite, ils sont aussi beaucoup plus ouverts à ça. Ouais, c'est vrai. Donc je pense que c'est très culturel en fait. Oui, c'est dans leur culture. C'est écrit quelque part, c'est ancré. Voilà. Et donc, faut bien une dernière question. Il faut bien une dernière question, les amis, une dernière question. Alors, pour finir, quel conseil donnerais-tu aux personnes qui auraient envie de se lancer? Les conseils, ne pas se précipiter, ne pas se comparer à d'autres. Je pense que pour prendre dans l'ordre, le premier, je mettrais ne pas se comparer à d'autres. C'est pas parce que vous n'avez pas le matos tout de suite, parce que ça coûte cher.
pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, un K2, ben, c'est tout de suite 15-20 euros. Un REM-Pod, c'est 40, 50, voire 100, 120, 200 euros. Et les caméras, vous le savez, ça coûte une blinde, mais une blinde. Suivant ce que vous prenez comme gamme, comme marque, comme qualité, voilà, ça varie, mais comptez entre 300 et 500 euros, quoi, pour vraiment un très bon appareil. Et sans compter tout le reste, il y a tout le reste. Donc en fait, le premier conseil, c'est de ne pas se comparer, de ne pas se précipiter et de se faire confiance. D'avoir confiance en soi et en ses ressentis et de se lancer, d'y aller. En fait, passez le pas. Petit à petit, faites votre expérience, rencontrez du monde, faites attention à qui vous donnez votre confiance, ne montrez pas vos lieux, ça c'était une chose, c'est une règle dans l'urbex qui est incroyable. On ne parle pas de nos lieux à des personnes, même moi de ma propre famille, je ne leur en parle quasi pas, ils ne savent pas où ça se trouve. Et voilà, et pour avoir connu des gens qui ont fait un petit peu n'importe quoi, qui ont cassé des lieux, qui ont détruit des choses, voilà, c'est le genre d'erreur que moi j'ai fait, mais si vous, ça peut vous les éviter, eh ben, ça serait une bonne chose. Donc voilà, je pense que c'est les trois conseils, les vrais conseils que je peux donner, c'est ça. Et si je dois vraiment rajouter un autre ou deux autres, ça serait, et celui-là il peut vous sembler un peu bizarre, ayez peur. Oui. Ayez cette angoisse quand vous faites un urbex, parce que plus vous êtes angoissé, alors il faut savoir se contrôler, parce qu'il y a des moments où il faut redescendre, parce que ça va vous atteindre autrement de trop, mais ayez peur, parce que d'avoir peur, ça vous maintient vivant, en fait. Et quand je dis vivant, c'est que vous allez être réactif. S'il y a un problème, vous êtes réactif, parce que vous avez le stress. Si vous êtes réactif, vous allez vite. Il faut avoir peur en urbex. Si vous n'avez pas peur, vous êtes un menteur. Faut être sur le qui-vive, en fait. Faut être sur le qui-vive. Réactif. Ouais, c'est ça. Et avoir un petit soupçon de stress, d'angoisse, c'est tout ce cocktail-là qui va faire que vous allez réussir votre urbex. Ne forcez pas les choses. Les entités veulent vous parler, tant mieux. Elles ne veulent pas vous parler, tant pis. Tant pis, le lendemain, vous y retournez, ben, peut-être que ça va être l'inverse. Il ne faut pas se précipiter. Il faut laisser venir, faire confiance en ses capacités, de ressenti, voilà, poser les questions, se présenter dans les lieux quand vous rentrez, votre nom, votre prénom, pourquoi vous êtes ici. Voilà, moi, la plupart du temps, ben, c'est ce que je faisais, tu le sais. Ça a été, ben voilà, je m'appelle Florian, je ne suis pas là pour vous déranger. J'aimerais rentrer en contact avec vous, je ne suis pas là pour casser le lieu. Si ma présence vous dérange, tout de suite, faites un bruit. S'il y avait un bruit, on savait qu'on n'était pas les bienvenus, donc on y allait, mais on faisait attention, on faisait très attention. Voilà. C'est un petit peu les conseils que je peux vous donner, je sais pas si ça va vous aider, je sais pas si ça répond à la question que tu m'as posée, mais en tout cas, c'est ce que je pense qui est le plus utile en urbex. Et voilà, et surtout faire attention, et avoir une trousse à pharmacie. Oui, oui. Ouais, la trousse à pharmacie, c'est vital, moi je l'avais pas, et vous verrez sur certaines vidéos que je vais vous faire parvenir, je vais vous faire Fatale erreur. Exactement. Je vais vous faire un condensé d'une vidéo aussi où en fait il y a toutes mes chutes, toutes mes galères d'urbex, tout. Et vous comprendrez pourquoi je vous dis ça maintenant. C'est le bêtisier. C'est un peu le bêtisier Ghostland. C'est pour ça que je vous dis prenez une trousse de secours. Là comme ça on en rigole et tout, mais c'est ultra vital. Moi je me suis ouvert le crâne, je me suis ouvert la main, je suis tombé. Il y a eu des morceaux de verre, il y a eu des pointes, il y a eu des choses plantées. Il faut désinfecter, il faut pouvoir mettre des stéristrips si c'est trop ouvert, et il faut pouvoir faire un bandage, c'est très important, un antihistaminique, vous faites piquer, on peut tirer le venin, c'est hyper important. Donc les amis, voilà, moi je pense que... J'ajouterais peut-être que, oui, en effet, pas trop partager ces lieux, mais c'est quand même mieux quand on part, en tout cas tout seul, sur un lieu d'urbex, d'au moins prévenir une personne de confiance au cas où. C'est ce que je te disais. Au cas où il se passerait quelque chose, qu'elle puisse appeler les secours ou elle se déplacer. Et t'as raison de le dire. C'est vrai que Mice River a raison, les amis, parce que en fait, moi le premier, quand je vous dis que je ne parle pas à ma propre famille des lieux où je vais, j'ai que 2 personnes dans ma famille de confiance, donc ma mère et ma sœur. Quand je faisais les lieux dans la région où j'étais avant, je leur disais, je les appelais, je leur disais voilà, telle heure je vais à tel endroit, si vous n'avez pas de nouvelles de moi à la fin du live, parce que j'envoie toujours un petit message pour dire c'est bon, c'est fini, c'est ok, tout va bien, venez au point GPS que je vous ai envoyé. Au cas où qu'il ne s'est soit passé quelque chose et que je sois tout seul. Et vous savez, les amis, je suis le genre de personne à faire mes urbex tout seul depuis très longtemps. J'ai commencé en 2010, on est en 2026. J'ai
pratiquement à part pendant un an, je pense, sauf pendant un an, j'ai toujours tout fait mes urbex tout seul. Et déjà par garantie que personne n'y aille, par garantie qu'il n'y a pas de bruit parasite ou de personne avec moi de mauvais augure qui jette un petit caillou et qui font « Ah, t'as entendu ?» Ça marche pas comme ça. Et quand on est tout seul, on a affaire à soi-même. S'il y a une erreur, c'est ça, c'est notre faute. Voilà, c'est comme ça. Moi, je pense que c'est une bonne conclusion. Donc voilà. Mais les amis, en tout cas, j'espère que l'interview avec MiceRiver vous a plu, les amis. On va avoir beaucoup de vidéos qui vont arriver. Je vous en prépare énormément. Après cette interview, notamment, je dois encore préparer des vidéos. Mais ça va bien se passer. Les amis, en tout cas, je vous remercie infiniment à tous et à toutes d'avoir suivi cette interview. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder la chaîne YouTube et TikTok. Vous le savez, privilégiez la chaîne YouTube. Un like, un commentaire, un follower, la petite cloche activée. Ça ne coûte rien. Ça soutient énormément. Et les amis, restez comme vous êtes. Car vous êtes super. Exactement.